Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. L'armée israélienne a ciblé des positions du Hezbollah et du Hamas après avoir adressé des avertissements aux habitants de plusieurs localités, notamment Anan et Kfar Hatta à Jezin, ainsi qu'Al-Manara et Ain et dans la Beka Ouest. Les annonces israéliennes étaient accompagnées d'ordres d'évacuation. Dans deux messages publiés sur le réseau X, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichai Aderai, a mis en garde les habitants des zones concernées. Rester dans la zone des bâtiments signalés vous met en danger, a-t-il averti, carte à l'appui, identifiant précisément les secteurs appelés à être évacués. Un drôle de l'armée israélienne avait bombardé un véhicule de type rapide à Breikea, dans le Kaza de Nabatieh, au Liban Sud. Une reprise diplomatique sous haute tension. Des négociations inédites depuis plusieurs mois se tiennent à Paris entre la Syrie et Israël sous médiation américaine, avec pour objectif affiché de parvenir à un accord de sécurité entre deux pays toujours officiellement en guerre. Une nouvelle session de négociation s'est ouverte à Paris entre la Syrie et Israël sous l'égide des États-Unis. L'information a été confirmée par l'agence officielle syrienne Sana et par des sources diplomatiques. Le chef de la diplomatie syrienne, Asrad Shibani, participe à ces pourparlers, les premiers depuis septembre. À ses côtés, le chef des services de renseignement syriens, Hassan Salémé, est également présent, signe de l'importance stratégique accordée à ces discussions par Damas. Selon les autorités syriennes, l'objectif est clair: parvenir à un accord de sécurité équilibré entre les deux pays voisins qui restent techniquement en état de guerre depuis plusieurs décennies. Les discussions portent notamment sur la réactivation de l'accord de désengagement de 1974, conclu après la guerre israélo-arabe, et sur un éventuel retrait des forces israéliennes de certaines zones syriennes. Depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024, les nouvelles autorités islamistes au pouvoir en Syrie ont amorcé des contacts directs et indirects avec Israël sous impulsion américaine. Mais les négociations restent délicates. Elles achoppent en particulier sur la demande israélienne d'instaurer une vaste zone démilitarisée dans le sud de la Syrie, une exigence jugée dangereuse par Damas. Cette reprise du dialogue marque une étape importante dans le processus diplomatique fragile, sous l'œil attentif de Washington, qui espère stabiliser durablement la frontière israélo-syrienne. La contestation se poursuit en Iran, où de nouveaux affrontements ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Parti de revendications économiques, le mouvement a pris une dimension politique, poussant le président américain Donald Trump à hausser le ton. Il met en garde les autorités iraniennes et menace d'une réponse américaine en cas de nouvelles victimes civiles. Depuis une semaine, des manifestations secouent le pays, nées de la colère face à l'hyperinflation, à la dégradation du pouvoir d'achat et au marasme économique. Le mouvement a débuté le 28 décembre à Téhéran, lorsque des commerçants ont fermé boutique en signe de protestation, avant de s'étendre à des universités et à plusieurs dizaines de villes à travers le pays. Selon un bilan établi par des sources officielles, au moins 12 personnes ont été tuées depuis le début de la contestation, parmi lesquelles des manifestants mais aussi des membres des forces de sécurité. Les affrontements les plus récents ont eu lieu notamment dans l'ouest de l'Iran, où des médias locaux évoquent des violences et des dégradations. Face à cette situation, Donald Trump a durci son discours. À bord de l'avion présidentiel Air Force One, le président américain a averti que si les autorités iraniennes tuaient de nouveaux civils, les États-Unis pourraient réagir avec force. Une mise en garde directe qui marque une pression accrue de Washington sur Téhéran. De leur côté, les autorités iraniennes tentent de jouer l'apaisement tout en affichant leur fermeté. Le gouvernement reconnaît l'existence de revendications légitimes liées à la situation économique, mais affirme qu'il ne tolérera pas ce qu'il considère comme des émeutiers. Une aide exceptionnelle a été annoncée, une allocation mensuelle de 10 millions de rials par personne pendant 4 mois, soit environ 6 €, destinée à soulager temporairement la population.
À Téhéran, la situation semble plus calme en surface. La majorité des commerces ont rouvert, même si la présence policière et anti-émeute reste visible aux principaux carrefours. Des images authentifiées montrent toutefois l'usage de gaz lacrymogène pour disperser certains rassemblements. Dans les provinces occidentales, la tension demeure plus forte. Des ONG de défense des droits de l'homme font état de morts supplémentaires et d'arrestations massives, des informations que les autorités contestent ou minimisent. Selon plusieurs organisations, des centaines de personnes auraient été interpellées depuis le début du mouvement. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a reconnu que les revendications économiques étaient justes, tout en appelant à une réponse ferme face aux protestataires qu'il qualifie d'émeutiers. Pour l'heure, cette contestation reste d'ampleur inférieure au grand soulèvement de 2019 ou de 2022. Mais dans un contexte économique très dégradé et sous la menace de pressions internationales, elle illustre une nouvelle fois la fragilité sociale et politique du pays. Et malgré la situation décadente en Iran, ce pays demeure une destination prisée pour les plus pauvres. Ils sont adolescents ou jeunes pères de famille, poussés par la faim, le froid et l'absence d'avenir. En Afghanistan, de plus en plus de jeunes tentent de rejoindre clandestinement l'Iran à travers les montagnes en plein hiver. Un périple extrêmement dangereux qui se solde souvent par la mort. Une tragédie humaine silencieuse. Il avait 15 ans. Il s'appelait Habibullah. Son rêve était simple, travailler en Iran pour aider sa famille à survivre en Afghanistan. Mais par une nuit glaciale de décembre, dans les montagnes frontalières, l'adolescent est mort de froid. Dans le village de Gunjan, à l'ouest de l'Afghanistan, sa mère montre sa photo serrée entre ses doigts. Veuve, sans électricité ni chauffage, elle raconte une misère devenue insoutenable. Habibullah avait tout essayé. Cireur de chaussures, berger, employé de boutique, sans succès. Alors, comme tant d'autres, il a pris la route de l'exil vers l'Iran. Chaque hiver, des milliers d'Afghans tentent cette traversée clandestine à pied dans des conditions extrêmes. Mi-décembre, les autorités iraniennes ont affirmé avoir secouru plus de 1600 migrants menacés par le froid. Mais tous n'ont pas survécu. Au moins une quinzaine de corps ont été rendus à leurs familles côté afghan. Les causes de cet exode sont multiples. Pauvreté extrême, manque d'emploi, catastrophes naturelles et décennies de guerre. Selon l'ONU, près de la moitié de la population afghane aurait besoin d'aide humanitaire en 2026. Gouverné par les talibans depuis 2021, le pays reste asphyxié économiquement et de nombreuses femmes sont exclues du marché du travail. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, près de 5 millions d'Afghans sont revenus de force du Pakistan et de l'Iran depuis 2023, aggravant encore la crise. Faute de perspective, beaucoup repartent au risque de leur vie par des passages illégaux exposés au froid, aux trafiquants et aux contrôles armés. Comme Abdul Majid, 25 ans, mort lui aussi dans la neige alors qu'il tentait de gagner de quoi soigner son enfant malade. Son frère résume la voix brisée. Nous sommes partis parce que nous n'avions plus rien. Dans les montagnes afghanes, l'exil continue de tuer, loin des regards, au nom d'un espoir de survie. Deux jours après sa capture spectaculaire à Caracas par les forces américaines, l'ancien président vénézuélien Nicolás Maduro a comparu devant un tribunal fédéral. Une audience historique sur fond de crise diplomatique internationale et de lourdes accusations de narcotrafic. Escorté par des agents lourdement armés, Nicolás Maduro est arrivé au tribunal fédéral de New York pour la première comparution depuis son enlèvement à Caracas lors d'une opération militaire américaine sans précédent. Les images diffusées par les médias américains montrent l'ancien chef de l'État vénézuélien, 63 ans, menotté, vêtu d'une veste beige, d'un pantalon rose pâle et de chaussures orange, pénétrant dans le bâtiment Southern District of New York sous les objectifs de dizaines de caméras. Depuis samedi soir, Nicolás Maduro est détenu au Metropolitan Detention Center à Brooklyn. Cet établissement, l'un des plus grands centres de détention fédéraux des États-Unis, est régulièrement dénoncé par les ONG pour son insalubrité, ses coupures d'électricité, ses conditions sanitaires dégradées et sa gestion chaotique. Plusieurs détenus de haut profil y ont déjà été incarcérés ces dernières années.
Devant la justice américaine, Nicolás Maduro doit répondre de 4 chefs d'accusation, notamment trafic international de drogue et détention d'armes automatiques. Selon l'acte d'accusation rendu public samedi, il est accusé d'avoir dirigé, pendant des années, un système de corruption d'État visant à faciliter l'acheminement de tonnes de cocaïne vers les États-Unis. Le document judiciaire affirme que le président américain et plusieurs de ses proches se seraient alliés à des cartels criminels ainsi qu'à la guérilla colombienne des FARC, qualifiés de terroristes par Washington, afin de financer et consolider leur pouvoir. Sont également visés par cet acte d'accusation son épouse Cilia Flores, l'ex-ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello, ainsi que le fils de Nicolás Maduro. Une comparution sous haute tension qui pourrait redessiner durablement l'équilibre politique et géostratégique de toute la région. Et après la capture spectaculaire de Nicolás Maduro, le président américain Donald Trump affirme que les États-Unis sont désormais aux commandes du pays. Une déclaration choc alors que Washington assume une transition sous tension vivement contestée sur la scène internationale. Les États-Unis durcissent encore le ton vis-à-vis du Venezuela. À la veille de la comparution de Nicolás Maduro devant un tribunal fédéral à New York, Donald Trump a affirmé que Washington dirige désormais le pays sud-américain, après ce qu'il qualifie d'opération de police ayant conduit à l'exfiltration du président vénézuélien et de son épouse. Interrogé à bord d'Air Force One, le président américain a été explicite. « Nous sommes aux commandes », a-t-il lancé, laissant peu de place à l'ambiguïté sur les intentions de Washington. Nicolás Maduro, détenu à Brooklyn, doit répondre de lourdes accusations, notamment de narcotrafic, de narcoterrorisme et de détention d'armes automatiques. À Caracas, une transition s'organise dans un climat extrêmement tendu. Delcy Rodríguez, ancienne vice-présidente, a été désignée dirigeante par intérim. Elle a tenu à afficher une ouverture prudente envers les États-Unis, appelant à des relations équilibrées et respectueuses, fondées sur la souveraineté et la non-ingérence. Mais Donald Trump l'a déjà mise en garde. En cas de désobéissance, elle s'exposerait à des sanctions sévères. L'intervention américaine suscite une vive controverse internationale. Plusieurs pays dénoncent une violation du droit international, tandis qu'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU doit se tenir à la demande du Venezuela pour examiner la légalité de l'opération. Sur le terrain, les conséquences sont lourdes. L'exfiltration de Nicolás Maduro a provoqué de violents affrontements. Des dizaines de morts sont rapportées par des sources médicales et des ONG, notamment parmi les forces de sécurité et des alliés cubains présents dans le pays. À Caracas, la situation reste instable, même si un calme relatif est revenu dans certains quartiers. Des partisans de l'ancien président se sont néanmoins rassemblés, certains à moto, brandissant des drapeaux nationaux et dénonçant ce qu'ils considèrent comme un coup de force américain. Depuis l'exil, Edmundo González Urrutia appelle à une transition démocratique, à la libération des prisonniers politiques et au respect des résultats de la présidentielle de 2024. En toile de fond, l'enjeu énergétique est majeur. Donald Trump n'a pas caché son intérêt pour les immenses réserves pétrolières du Venezuela, les plus importantes au monde. Washington envisage déjà d'ouvrir l'exploitation du brut vénézuélien aux compagnies américaines. Entre bras de fer diplomatiques, incertitudes politiques et tensions sur le terrain, le Venezuela entre dans une phase critique, sous l'œil attentif et désormais très direct des États-Unis. C'est une tradition spectaculaire au Japon, mêlant gastronomie, prestige et symbole de prospérité. À Tokyo, la célèbre vente aux enchères du Nouvel An a une nouvelle fois fait tomber les records. Le roi du thon a déboursé 2,8 millions d'euros pour un seul poisson, un thon rouge géant devenu l'emblème d'un marché hors norme. Comme chaque début d'année, tous les regards étaient tournés vers le marché aux poissons de Toyosu à Tokyo. Avant même le lever du soleil, acheteurs, restaurateurs et médias se sont pressés pour assister à l'enchère la plus attendue, celle du thon du Nouvel An. Cette année, c'est un thon rouge de 243 kg, pêché au large du nord-est du Japon, qui a déclenché une véritable frénésie. Le poisson a été adjugé pour le sommet record de 510,3 millions de yens, soit environ 2,8 millions d'euros. L'acquéreur n'est autre que Kiyoshi Kimura, patron de la chaîne de restaurants Sushi Zanmai, surnommé depuis des années le roi du thon. Visiblement surpris par l'envolée des prix, il a confié espérer que ce thon porte bonheur à ses clients. J'aimerais que le plus grand nombre possible de personnes se sentent revigorées en le dégustant.
a-t-il déclaré. Il s'agit du prix le plus élevé jamais enregistré depuis le début des statistiques comparables en 1999. Le précédent record remontait en 2019 avec un thon de 278 kg vendu pour plus de 330 millions de yens. Une envolée qui constate avec les années de pandémie durant lesquelles les enchères restaient bien plus modestes en raison de la fermeture des restaurants. Au-delà du spectacle, cette vente relance aussi le débat sur l'environnement. Longtemps menacé de disparition, le thon rouge du Pacifique montre aujourd'hui des signes encourageants de reconstitution. Selon des NGO de protection marine, les mesures de gestion mises en place ces dernières années commencent à porter leurs fruits. Pour les Japonais, cette enchère reste avant tout un rituel, un symbole de renouveau, de chance et de prospérité pour l'année à venir. Le goût, c'était très frais. Oui, moi, j'aime beaucoup le thon parce que je suis japonais et surtout je suis née à Tokyo. Donc les gens à Tokyo aiment beaucoup le thon. Entre tradition, gastronomie de luxe et enjeux écologiques, le thon du Nouvel An continue de fasciner et de faire tourner les têtes. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée et à très bientôt.